Avant cet épisode, j'aimerais vous parler de Wise. Si vous suivez Courir Mieux depuis plusieurs mois, vous savez que ma collaboration avec cette marque ancienne n'est pas nouvelle. Utilisateur de leurs produits depuis longtemps et à travers de nombreuses aventures comme ma traversée des 7 merveilles de Chartreuse, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous en parler en tant que partenaire de cet épisode. Depuis 2019, Wise m'impressionne par leurs engagements écologiques forts et leur circuit de production court entre France, Italie et Portugal, tout ça sans le moindre compromis sur la technicité de leurs produits qui atteint toujours des sommets. J'adore par exemple leur veste imperméable Black Shell 3 qui me protège en montagne quand les conditions se dégradent et leur short Sherpa Max dont le portage me permet d'emmener tout ce dont j'ai besoin durant mes trails. Je vous invite à parcourir leurs produits sur le site wisetrailrunning.com, vous ne serez pas déçus. Allez, place à l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day, nous allons parler de l'abandon en trail et en ultra trail, et plus précisément, nous allons nous concentrer sur certaines causes de ces DNF, à savoir celles relatives au mental. L'abandon est une décision complexe, au croisement de nombreux facteurs, certains plutôt physiques ou physiologiques, et d'autres plutôt psychologiques ou mentaux. Dans cet épisode, je vous propose d'aller creuser ces derniers et de discuter, malgré le peu de preuves dont nous disposons, de ce qui pourrait favoriser ou au contraire prévenir les abandons d'un point de vue psychologique. Après ce Scientific Day, vous saurez reconnaître certaines étapes, certains schémas de pensée, qui peuvent, pendant une course de trail ou d'ultra trail, pousser à l'abandon. Vous aurez aussi en main quelques éléments qui, a priori, avant le départ, peuvent diminuer vos chances de venir à bout du challenge qui vous attend. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, Ultra Mental, partie 1. DNF, Did Not Finish. Ces 3 lettres sont régulièrement partagées sur les réseaux. Elles accompagnent la décision de la part d'un athlète, mais aussi plus rarement de l'organisation, de stopper une compétition de trail. L'abandon en trail est un problème complexe. Loin de moi, l'idée dans cet épisode de le simplifier et de nourrir l'illusion qu'il s'agit uniquement d'un problème de mental. Différents travaux dans la littérature ont d'ailleurs essayé de comprendre ce dernier en trail, mais aussi dans d'autres sports. Par exemple, le fameux modèle de la chasse d'eau de Guillaume Millet est un des modèles contemporains les plus aboutis sur le sujet. Il propose que différents facteurs s'entrecroisent et interagissent dans le développement de la fatigue jusqu'à un seuil qui, une fois dépassé, favorise l'abandon. Bref, l'abandon durant une course de trail ou d'ultra est multifactoriel et il est important de garder cela en tête. Il est également intéressant de noter que les pourcentages d'abandon en trail ne sont pas les mêmes selon les distances. Je vous propose ici quelques chiffres. Sur l'OCC 2023, 55 km et 3000 mètres, 5% d'abandon. Cérésinal 2023, 31 km et 2200 mètres, 9% d'abandon. Le marathon du Mont Blanc 2023, 42 km et 2500 mètres, 10%. La CCC 2023, 100 km et 6100 mètres, 26%. La Diagonale des Fous 2023, 170 km et 10 500 mètres, 26% d'abandon. L'UTMB 2023, 170 km et 10 000 mètres, 35% d'abandon. La TDS 2023, 145 et 9100 mètres, 40% d'abandon. L'Ultra Tour du Beaufortin, 114 km et 7200 mètres, 41% d'abandon. Et enfin l'UTCAM, 173 km et 11 500 mètres, 45% d'abandon. Quand on entend ces chiffres, on peut déjà se rendre compte que toutes les distances ne semblent pas, a priori, amener au même taux d'abandon. Dans cet épisode, je vous propose de nous recentrer sur une bulle de facteurs favorisant les abandons, ou au contraire les prévenant, celle relative au mental ou à la psychologie. Car oui, la performance et son arrêt sont en grande partie liés à la psychologie, bien que cet aspect soit régulièrement sous-estimé. Est-ce qu'il est possible d'identifier a priori, dans la psychologie d'un participant ou d'une participante, des caractéristiques favorisant l'abandon pendant une course ? Pendant un événement, est-ce que les personnes qui abandonnent et celles qui n'abandonnent pas vivent les mêmes expériences mentales ? Sinon, peut-on intervenir sur ces facteurs mentaux ? Ces dernières années, plusieurs articles scientifiques se sont intéressés à ces questions. Il y en a peu, certes. Certains sont publiés dans des revues de bonne qualité, d'autres dans des journaux questionnables, c'est un fait. Cependant, en l'état, il s'agit des seules preuves dont nous disposons. Aussi, je vous propose de nous contenter de la littérature disponible, et vous allez voir que malgré tout, certaines pistes intéressantes à discuter se dégagent déjà. Mais avant de commencer, je voudrais répondre à une question. Précisément, j'aimerais clarifier un point. Qu'est-ce que le mental ? Et malheureusement, je n'ai pas de réponse précise. Personnellement, je considère que le mental renvoie à toutes les caractéristiques psychologiques et cognitives d'un individu.
Par exemple, la personnalité renvoie au mental. Notre capacité cognitive d'inhibition ou notre mémoire à court terme renvoie au mental. Cependant, le mental fait référence à des concepts précis. Des chercheurs et chercheuses en psychologie du sport et en psychologie de manière générale s'évertuent depuis des années à clarifier ce qu'est le mental. Les dimensions qui le constituent sont nombreuses et variées, et parfois difficiles à déterminer car elles ne s'observent pas avec un microscope ou un capteur sur un muscle par exemple. Cependant, le mental, entre guillemets, n'est pas une espèce de valise que nous pouvons remplir de notre imaginaire. Pourquoi ces lignes introductives? Pour proposer un premier stop à l'utilisation du terme mental de manière imprécise. Il est courant de lire des phrases comme « cette séance améliore le mental »,« cet entraînement sert au corps et au mental »,« cette course demande du mental ». Ces phrases ne veulent, à mon sens, rien dire. Elles cachent le fait que leur annonceur ne sait probablement pas ce que l'entraînement, la séance ou la course en question demande réellement, ni ce qu'est, entre guillemets, le mental. Dans la suite de cet épisode, nous allons parler du mental, mais avec des termes précis. J'espère que cette introduction vous aidera à y voir plus clair dans ce qu'est le mental et à détecter les messages qui en parlent sans savoir qu'il est en fait constitué de dimensions précises, identifiées depuis des années et différentes les unes des autres. Vous ne diriez pas « cet entraînement améliore mon corps », n'est-ce pas? Alors, accordons à la psychologie le même niveau de précision qu'on attribue à la physiologie. Une première étude que je trouve intéressante à discuter dans cet épisode est celle qualitative, c'est-à-dire sans analyse statistique, de Philippe et al. En 2016. Ces chercheurs ont évalué si la décision de l'abandon pendant une course était quelque chose d'immédiat, une bascule entre un moment et un autre moment, ou plutôt un processus qui s'installait progressivement et se développait au fil des kilomètres. Pour cela, ils ont échangé avec 10 athlètes ayant abandonné durant la Diagonale des Fous 2014. Ces entretiens avaient lieu entre 1 et 3 jours après l'abandon et les participants avaient d'abord un moment avec la carte du tracé et des photos pour se remémorer le parcours et ce qu'ils ont vécu, puis ils échangeaient avec un membre de l'équipe de recherche. Leurs analyses ont permis d'identifier entre 5 et 6 étapes consécutives menant à l'abandon. La première serait une phase d'apparition de problèmes ou de douleurs, comme des troubles digestifs ou des douleurs musculaires à la course. La deuxième phase est une phase de conscientisation de ces derniers. Durant celle-ci, les personnes cherchent des causes à ces problèmes. S'ensuit chez la plupart des participants une phase d'adaptation de la façon de se déplacer, de courir pour limiter ces problèmes. Après, les athlètes rapportent entrer dans une phase de recherche de solutions plus larges, comme par exemple faire une pause, dormir, pour que ces troubles diminuent. Ils et elles rentreraient ensuite dans une phase d'interaction avec autrui, soit positive, par exemple de la recherche de soutien, soit négative, par exemple s'effondrer auprès d'un proche. Enfin, les athlètes passeraient par une dernière étape de réévaluation de la situation associée aux premières hésitations plus concrètes d'abandon. À l'issue de ces étapes, plus ou moins vécues par toutes les personnes ayant abandonné, ils et elles prendraient la décision de l'abandon. Selon ces auteurs, savoir que les personnes qui abandonnent passent souvent par ces 5 ou 6 étapes différentes est crucial. Cela permettrait pour eux de reconnaître ces étapes si elles les vivent et donc de réagir de manière positive et efficace. Connaître ces étapes peut également amener un athlète à échanger avec un préparateur ou une préparatrice mentale pour savoir y réagir de la meilleure manière possible. En 2017, cette même équipe a cherché à confirmer ces résultats et ce processus en 5 ou 6 étapes menant à l'abandon. Dans cette nouvelle étude, leurs résultats vont globalement dans la même direction que ceux de leur papier de 2016. Cependant, leur nouvelle publication est dans un journal dit prédateur, c'est-à-dire identifié comme adoptant de mauvaises pratiques scientifiques et donc peu fiable. Aussi, je ne discuterai pas plus que cela cette réplication, en attendant la publication d'un article assez robuste pour être considéré. La revue de littérature de Thornton et al. En 2023 a abordé la question différemment. Plutôt que de se demander ce que vivent les personnes qui abandonnent, ces auteurs se sont intéressés aux caractéristiques psychologiques des finishers, c'est-à-dire ceux qui n'abandonnent pas. Leur but était d'identifier si des traits distinctifs sont repérables chez des athlètes ayant fini versus d'autres ayant abandonné. Pour cela, les auteurs ont réalisé une revue de littérature qui a identifié 49 études intéressantes à discuter. Ces articles évaluaient simplement si certaines caractéristiques psychologiques, généralement mesurées par questionnaire, étaient corrélés à la réussite, c'est-à-dire au finish d'Ultra Trail. Premièrement, leur analyse de la littérature a révélé que l'auto-efficacité était associée à la réussite en trail.
L'auto-efficacité est la croyance d'une personne dans sa capacité à accomplir une tâche, comme courir un ultra-trail. Similairement, la dimension psychologique appelée la force mentale, mental toughness en version originale, était elle aussi corrélée à la performance en trail. Elle représente la capacité à persévérer dans une tâche comme une performance malgré le stress, la pression, les difficultés, etc. Ensuite, les auteurs soulignent, presque sans surprise, l'importance de la motivation pour réussir en trail. Il me faudrait un épisode entier pour discuter de cette motivation, car si ce terme est souvent utilisé dans tous les sens, en psychologie du sport, la motivation est un concept clairement défini. Pour faire simple, ici, quand on parle de motivation associée à la performance, on parle de la qualité de la motivation et non de sa quantité. Un terme parfois entendu dans différents médias est « pourquoi un individu court ». La motivation renvoie en effet aux raisons qui poussent à réaliser un comportement, comme par exemple courir un ultra-trail. Il y a des motivations protectrices qui favorisent la performance et d'autres moins bénéfiques. Par exemple, un individu qui s'engage dans une compétition d'ultra-trail parce qu'il aime intrinsèquement cet effort, ou car, par exemple, il considère qu'évoluer longtemps en nature est une part de son identité, le définit en tant qu'individu, aura certainement plus de chances de terminer une épreuve de ce type qu'une personne inscrite sur la même épreuve parce que son entourage l'y a poussé ou pour la médaille de finisher. Petite pause, si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Ensuite, l'intelligence émotionnelle fait référence aux capacités de perception, de traitement, de régulation et d'utilisation des informations émotionnelles d'un individu. Thornton et al. En 2023 résume qu'à travers différentes études en trail, les personnes avec une haute intelligence émotionnelle étaient meilleures à gérer les situations difficiles. Ces dernières démontraient de plus grandes capacités à s'adapter au stress, à réagir aux imprévus, à faire preuve de résilience ou encore à réévaluer les situations négatives en quelque chose de positif. De manière comparable, des études ont souligné que des finishers avaient régulièrement une stabilité émotionnelle plus prononcée que des personnes ayant abandonné. La stabilité émotionnelle est la fréquence de changement d'humeur ou d'émotion pendant une course par exemple. Elle peut être élevée, c'est-à-dire forte instabilité émotionnelle, ou basse, c'est-à-dire faible instabilité émotionnelle. Des travaux ont montré que les athlètes avec une meilleure stabilité émotionnelle performaient mieux que ceux avec une faible stabilité émotionnelle. Cette grande stabilité s'atteindrait avec l'expérience, mais aussi avec de la préparation mentale. Il est intéressant de noter que ces résultats ont été confirmés en contexte réel. Par exemple, l'étude de Corion et al. En 2018 confirme ces résultats à travers un large panel de traileuses et de trailers. Précisément, 96 finishers et 125 non-finishers de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, 140 km et 10 000 mètres à l'époque, ont répondu avant le départ à un questionnaire mesurant différentes caractéristiques psychologiques. Leurs premières analyses ont montré que les finishers avaient, avant la course, de plus hauts niveaux d'auto-efficacité, d'intention de terminer la course et de meilleures stratégies de gestion des moments difficiles que les non-finishers. Par exemple, ces derniers avaient plus de stratégies de gestion des problèmes dites d'évitement, par exemple utilisation de substances d'aide ou autoculpabilisation, comparativement aux finishers. De plus, leurs analyses ont montré que la probabilité de finir la course était significativement plus élevée quand l'auto-efficacité était haute, l'intention de finir était haute, les stratégies de gestion des moments difficiles par le soutien social, donc par exemple la recherche de soutien affectif, étaient hautes, et les buts étaient orientés vers la maîtrise, c'est-à-dire des comparaisons de ses performances à soi-même et non des comparaisons aux autres. L'étude de Mendez-Alonso et collaborateurs en 2021 est similaire à la précédente, mais publiée dans une revue dite prédatrice, c'est-à-dire là aussi de mauvaise qualité, et avec de mauvaises pratiques scientifiques. Néanmoins, ces résultats vont eux aussi dans la même direction.
Après la Traversera Integral Picos, 76 km et 7200 mètres, 148 finishers et 133 non-finishers ont rempli un questionnaire mesurant différentes dimensions psychologiques. Les analyses ont montré que comparativement aux non-finishers, les finishers avaient un plus haut niveau de force mentale, de résilience et de passion harmonieuse. La passion harmonieuse, entre guillemets, est une dimension psychologique proche de la motivation. Elle reflète une tendance à pratiquer une activité pour elle-même, ou pour soi-même en tant qu'individu, ou encore pour le plaisir qu'on retrouve dans l'activité, et non pour d'autres facteurs comme l'entourage, le rayonnement social ou encore la popularité. De hauts niveaux de passion harmonieuse seraient aussi liés à plus de comparaison à ses propres performances, à soi-même, et à moins de comparaison à autrui. En 2019, Rocha et Hall se sont intéressés à 3 états affectifs, pour vulgariser 3 émotions, 3 sentiments en particulier. Ces auteurs parlent précisément d'états de vitalité, mais la terminologie ici importe peu. Ces états mentaux sont ceux de préservation, qui renvoient à des moments où les pensées des coureuses et des coureurs sont orientées vers la protection de soi, de son allure ou de son énergie par exemple, avec un rythme contrôlé ou ralenti, ou le choix par exemple de ne pas poursuivre un concurrent devant, dans le but final de ne pas s'épuiser. On retrouve ensuite les états de revitalisation. Ils font référence à des moments où l'athlète a des pensées orientées vers la compétition, l'amélioration de la performance. Cela peut se traduire par une accélération du rythme, le dépassement d'autres coureurs, ou encore une sensation d'énergie. Et enfin, on retrouve les états de défaite. Ils renvoient à des moments où les pensées sont tournées vers les difficultés, les douleurs, et est associé à de mauvaises sensations, un ralentissement considérable ou encore des inquiétudes. En interrogeant 13 personnes, dont 8 participants de la Diagonale des Fous, 4 du Trail des Bourbons et 1 de la Mascareigne, et au total 7 personnes ayant abandonné, les auteurs ont pu mettre en lumière des résultats intéressants. Tout d'abord, leurs analyses ont montré que comparativement aux non-finishers, les finishers avaient vécu significativement plus d'états mentaux de préservation et moins d'états mentaux de défaite. Ils avaient cependant vécu un nombre similaire de moments de revitalisation. Enfin, au fur et à mesure que la course avançait, les non-finishers vivaient de moins en moins d'états de préservation et de plus en plus d'états affectifs de défaite. Un dernier point intéressant que ce papier souligne concerne la façon que ces athlètes avaient de réagir à ces états affectifs. En analysant le discours des personnes, les auteurs ont montré que les finishers réagissaient plus positivement aux états affectifs de défaite que les non-finishers. Par exemple, en cas de troubles gastriques, les finishers réagissaient plutôt en adaptant l'allure et l'alimentation, et les non-finishers en espérant qu'ils passent. De même, en cas de douleur musculaire, les finishers cherchaient plutôt à courir de manière plus économique, alors que les non-finishers cherchaient plutôt à maintenir leur allure. En conclusion, la question des facteurs qui poussent une personne à abandonner ou à persévérer durant un trail est vaste. Tout d'abord, il est important de noter que les abandons semblent plus fréquents dans les trails de longue distance et dans les ultra-trails que dans les trails courts. Ensuite, il est important de rappeler que la littérature est peu fournie sur le sujet. Peu d'études se sont intéressées aux capacités et aux expériences mentales favorisant ou protégeant l'abandon en ultra-trail. Néanmoins, parmi les études existantes, des premières tendances émergent. Tout d'abord, il semblerait que l'auto-efficacité, soit sa croyance dans ses capacités individuelles à réaliser un ultra-trail, soit associée à moins de risques d'abandon. Ensuite, la force mentale, soit la capacité à persévérer malgré les difficultés, semble elle aussi protectrice des DNF, tout comme une haute intention de finir. De plus, une motivation à la pratique orientée vers l'activité elle-même et vers soi-même, par exemple de la comparaison à soi-même, à ses propres temps, semble aussi plus bénéfique pour finir un ultra qu'une motivation orientée vers les autres, vers le social ou vers des récompenses. Enfin, il est important de noter que plusieurs études soulignent l'importance de savoir réagir efficacement aux moments difficiles. Comparativement aux non-finishers, les finishers semblent utiliser des stratégies mentales plus positives, comme l'adaptation de son allure, la focalisation sur le positif, l'adaptation de l'objectif ou encore la recherche de soutien auprès de ses proches. De même, il est intéressant de noter le rôle que semble jouer la stabilité émotionnelle dans l'atteinte des objectifs. Les finishers semblent plus à même de lisser leurs émotions comme on lisserait une allure durant une course. La question naturelle qui peut découler de cet épisode concerne comment améliorer son mental en trail.
En effet, identifier les meilleurs outils pour prévenir les abandons est une première étape intéressante, encore faut-il les utiliser. Dans le cadre de l'amélioration de nos capacités physiques, il me semble naturel de penser que si nous voulons vraiment voir des résultats, il faut faire appel à un professionnel, comme par exemple le coaching sportif que Courir Mieux propose. Dans le cadre du mental, ma réflexion sera exactement la même. Avec ce qu'on souligne dans cet épisode, certaines bases peuvent certainement être travaillées seules. Cependant, si le besoin s'en fait sentir, si un cap doit être dépassé, je pense qu'il faut faire appel à un ou une professionnelle. Cependant, le titre de préparateur mental ou préparatrice mentale n'est pas protégé, c'est-à-dire que n'importe qui, avec n'importe quelle formation ou voire même pas de formation, peut se prétendre préparateur mental ou préparatrice mentale. Aussi, je vous conseille d'être très vigilant et vigilante dans le choix du ou de la professionnelle. Heureusement, la Société française de psychologie du sport, la SFPS, réalise à ce jour un travail considérable pour discerner les vrais professionnels des charlatans. Aussi, je vous invite, si vous cherchez quelqu'un, à vous tourner vers une des personnes que ce réseau a identifiées. Le lien vers la liste des professionnels identifiés est en description de cet épisode. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et vous aidera à identifier certaines caractéristiques psychologiques qui, avant une course de trail ou d'ultra trail ou pendant une épreuve, peuvent progressivement vous pousser à prendre la décision d'abandonner. Encore une fois, la psychologie n'est pas le seul déterminant de l'abandon, et ces derniers sont nombreux. Mais ici, nous avons déjà pu éclaircir ceux relatifs au mental. J'ai hâte de vous présenter la partie 2 de cet épisode avec mon invitée experte de la thématique, Laure Fernandez. Chercheuse à l'université Aix-Marseille, Laure est aussi préparatrice mentale. Elle intervient avec des sportives et des sportifs d'endurance, de trail, d'ultra-trail ou encore de triathlon par exemple. Dans notre échange, nous reviendrons sur ces causes mentales de l'abandon, mais aussi sur comment y réagir efficacement pour essayer de les éviter. À très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.